Bienvenue sur Notre Voix News TV, la chaîne de télévision du site NotreVoixNews.com. Candidat malheureux aux élections présidentielles de 2010 et 2015, Konan Kwadwo-Siméon, président du mouvement Initiative pour la paix, se prononce sur l'actualité politique et évoque sa participation aux futures élections présidentielles de 2020. Entretien. Ouais, Monsieur Kwadwo-Siméon, bonjour. Vous avez été révélé aux Ivoiriens à la faveur donc des élections de 2015. Depuis lors, on ne vous voit pratiquement plus. Où se trouve et que fait aujourd'hui Kwadwo Siméon? Bonjour, cher ami. Je voulais commencer par rectifier que je n'ai pas été révélé en 2015, mais plutôt en 2010, parce que j'ai déjà participé par 2 fois à l'élection présidentielle. Et la question est de savoir où se trouve Konan Siméon, et c'est Konan Kwadwo-Siméon, et non Kwadwo Konan Siméon. Mais je suis pourtant là, et bien là. Vous savez que je suis arrivé sur ce terrain politique-là pour proposer une autre façon de faire la politique. Laquelle façon s'appuyait essentiellement sur le pardon, la réconciliation et la paix. Vous voyez, c'est d'actualité. Aujourd'hui, je ne connais pas d'homme politique sérieux en Côte d'Ivoire qui ne mette pas au cœur de son projet le pardon, la réconciliation et la paix. Mais le pardon, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire a une histoire. Quelle est son histoire? Aujourd'hui, le triptyque pardon, réconciliation et paix est devenu un peu un slogan, mais c'est tout un programme. L'histoire de pardon, réconciliation et paix en Côte d'Ivoire remonte du 21 février 2001 avec un projet justement intitulé Pardon, réconciliation et paix en Côte d'Ivoire, proposé à tous les partis politiques de l'époque par votre serviteur, Konan Kwadwo-Siméon. Pourtant, c'est passé presque inaperçu. Presque inaperçu, parce que vous savez, ce qui est le propre des hommes politiques, c'est même quand ils estiment que vous êtes dans le vrai, c'est de se faire passer pour les pionniers des idées des autres. Alors, mais on va revenir donc. Nous y arriverons. Okay. Donc, quand on fait la réconciliation, on le fait en s'inscrivant dans la politique de la discrétion, dans la politique des petits pas, dans la politique des approches diplomatiques. Du coup, ça peut donner l'impression que vous n'êtes pas visible, c'est vrai, mais c'est un choix. Pour vous dire que depuis, par exemple, la fin des élections, de l'élection 2015, il ne s'est pas passé un seul mois que nous n'avons pas posé un acte dans ce pays. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs politiques sur la place politique qui aient fait plus d'approches que moi vers l'un et l'autre. Vers l'un et l'autre. Et le président Afi pourrait en témoigner. Je suis celui qui va vers tout le monde et mon approche est une approche beaucoup plus diplomatique. Bien entendu, quand on arrive à la période électorale, il est évident que vous me voyez parce que là, il y a une action de communication majeure à faire. Donc voici un peu ce qui explique. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes en train de dire que vous êtes sur le terrain, mais vous êtes discret. C'est ce qu'on retient? Mais absolument. Et vous savez aujourd'hui qu'on fait beaucoup plus la politique sur les réseaux maintenant sociaux.
Et sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un seul jour que je n'ai pas de publication. Donc à la place des meetings dans le grand public, ce que KKS fait, c'est d'approcher les acteurs politiques, c'est d'aller dans les forats, c'est ça, c'est bien ça? D'approcher les acteurs politiques, d'approcher la population, parce que mon projet c'est pardon, réconciliation et paix. Donc il faut aller vers nos populations, parce que je suis de ceux qui pensent que la réconciliation, ce n'est pas juste rapprocher Gbagbo, Bédié, Soro et Ouattara. C'est faire en sorte que le travail de sape des politiques depuis plus d'un siècle, plus d'un quart de siècle, qui a fini par s'incruster si profondément dans le corps social, eh bien, que nous puissions aller à la base pour amener les Ivoiriens à se retrouver et à s'entendre comme avant. Et ça, ce n'est pas un travail qui se fait, excusez-moi, avec des mégaphones, qui se fait sur les marchés publics. C'est un travail d'approche discrète et sereine. Et c'est ce que nous faisons. Alors, aux dernières élections, vous avez eu, à votre participation, vous avez eu moins d'1%. Est-ce que vous vous attendiez à ces résultats? Oui, avec la configuration qui était celle de 2015, il est évident que je ne m'attendais pas à avoir 60% des électeurs. Nous étions partis dans une élection par principe, sachant très bien que les dés étaient jetés, sachant très bien que nous allions à une mascarade électorale, parce que je peux vous dire, j'ai participé à l'élection présidentielle 2010 et à l'élection présidentielle 2015. L'élection présidentielle 2010 était une élection où nous avons tous pu nous exprimer, où les résultats sont à peu près acceptables. Mais en 2015, il n'y a pas eu d'élection. C'est pour ça que quand, de temps en temps, ou régulièrement d'ailleurs, le président a rappelé 2015 comme étant une référence qui devrait nous amener à ne pas craindre 2020, je dis c'est une mauvaise référence. Parce que 2015, il n'y a pas eu d'élection. Tout le monde sait très bien que nous sommes allés à une élection où tous les autres candidats n'ont pas pu faire campagne. Tout le monde sait très bien que nous sommes allés à une élection où nous n'avions pas eu de consensus encore là avec la CEI. Les uns et les autres, plusieurs se sont retirés. Nous autres, nous sommes restés par principe pour dire que nous ne sommes pas d'accord pour avoir la possibilité d'affirmer notre différence. Et donc, le score, je l'ai écrit d'ailleurs en reconnaissant d'une certaine façon la victoire, j'ai écrit que ce score à nous attribué n'était pas le nôtre, parce que nous connaissons notre force sur le terrain, ce n'est pas le nôtre. Et aujourd'hui, on le sait davantage. Le moment viendra où on en dira plus. Alors, je m'apprêtais à poser la question, vous avez répondu, mais vous avez répondu, vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'élection, mais vous avez reconnu la victoire du président Ouattara. Est-ce que là, il n'y a pas de contradiction? Non, il n'y a pas eu de contradiction. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'élection, vous reconnaissez la victoire du président Ouattara. Vous prenez ma déclaration de reconnaissance entre guillemets. J'ai dit en substance que dans l'état actuel des choses, personne d'autre, aucun autre candidat ne peut dire qu'il a gagné l'élection. Dans tous les cas, le président Ouattara n'avait pas besoin de faire ce qu'il a fait pour se proclamer élu. Et donc, nous avions dit qu'il a gagné son élection, comme j'étais celui qui a amené certains journalistes à aller constater de visu la fraude massive qu'il y a eu, par exemple, au plateau. Donc, j'ai reconnu que dans sa mascarade, il a gagné son élection, mais dans la même déclaration, j'ai dit que c'était une mascarade. KKS candidat en 2020? Je n'en suis pas encore là. On en parlera. Je n'en suis pas encore là. J'en suis à me poser la question de comment on arrive à 2020. Est-ce que 2020 aura lieu? Voilà ma question. Mais ça vous effleure l'esprit quand même, les élections 2020.
ça ne m'effleure pas l'esprit parce que je suis presque convaincu et les faits me donnent raison. À 11 mois d'octobre 2020, j'en suis à la conclusion que nous ne serons pas prêts pour aller à cette élection. Et vous savez que je suis porteur d'une idée qui va dans les jours et semaines à venir certainement être l'idée centrale de tous ceux qui veulent vraiment la paix en Côte d'Ivoire, c'est que nous allions, au lieu d'une élection sur laquelle nous sommes presque sûrs que nous irons dans le contexte actuel pour rééditer malheureusement la tragédie de 2010, je suis de ceux qui sont porteurs de l'idée qu'il faut ouvrir une période de transition pour régler une fois pour de bon ce lourd contentieux de 30 ans entre les acteurs politiques, c'est-à-dire faire la réconciliation avant d'organiser une élection à laquelle nous allons tous, et quand chacun gagne, il reconnaît. Selon vous, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui va empêcher la tenue des élections en 2020? C'est une question importante, mais c'est évident. Pour qu'il y ait des élections, la première des choses, il faut qu'il y ait des électeurs. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ce n'est pas votre cas, mais moi, je ne sais pas avec quel titre, quelle pièce j'irai à cette élection. Parce que la carte que j'ai n'est plus valide, on a dû proroger, bientôt on va arriver à une situation. Donc, il n'y a pas encore d'électeurs, parce qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas de carte d'identité. Et sur la carte d'identité nationale, vous savez très bien que l'écrasante majorité des Ivoiriens n'est pas d'accord pour le prix de 5 000 francs attribué, parce que pour moi, 5 000 francs, dans le contexte actuel, dans un pays où plus d'un sur deux est pauvre, fixer la carte nationale d'identité à 5 000 francs, c'est décider de fait d'écarter une bonne partie des populations à cette élection. Premier problème. Deuxième problème, pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait un cadre dans lequel nous nous retrouvions tous, un cadre consensuel. C'est la commission qui organise les élections. Vous savez très bien que là-dessus, personne n'est d'accord à aller à cette élection. Moi, en tout cas, à aller à cette élection, je suis allé déjà 2 fois. La 3e fois, c'est pour la gagner. Ce n'est pas pour aller accompagner encore des gens dans un contexte où nous savons très bien que la parité, l'impartialité, l'indépendance est questionnée. Donc, il y a la question de la commission. Et la commission doit faire un travail de fond. Travail que je ne vois pas être fait dans le temps qui nous reste. Nous sommes à 11 mois. Donc, il y a ça, il y a donc tout l'environnement électoral, tout l'environnement sécuritaire, tout l'environnement judiciaire pour l'élection. Je ne vois pas, moi je ne veux pas être naïf. Parce que hier, il n'y a qu'à écouter un peu les différents protagonistes, même dans l'opposition. Il n'y a qu'à écouter les sons discordants. Hier, par exemple, j'ai écouté un vice-président d'une grande plateforme de la place qui dit « Si l'on croit qu'en nous poussant ainsi, on va dire on ne va pas à l'élection, c'est faux. Nous irons à cette élection et puis on va tous se proclamer vainqueurs et on verra ce qui va arriver. » C'est ça que je veux éviter. Parce que on ne verra pas ce qui va arriver, on sait déjà ce qui va arriver parce qu'on l'a déjà vécu. Les mêmes causes, causant les mêmes effets, moi je propose que nous organisions, que nous aménagions cette période, ce temps, pour nous asseoir de façon consensuelle, comme le dit, n'est-ce pas, le président Laurent Gbagbo, pour discuter de tout, pour vider les contentieux et pour nous entendre sur les conditions qui nous permettent d'aller à une élection au lendemain de laquelle la paix est de rigueur en Côte d'Ivoire. Quelles sont les chances pour faire aboutir une transition? Les chances pour faire aboutir une transition, pour moi, reposent d'abord sur la sagesse des uns et des autres. Et vous pensez que vous aurez une oreille attentive? Parce que je crois que les gens sont sages tout de même. Donc je pense que quand nous tous, sauf le régime, dit que nous ne sommes pas d'accord avec la CEI, ça serait contradictoire
et un peu ridicule de notre part de dire en même temps, c'est vrai, nous ne sommes pas dans cette CEI, nous ne sommes pas d'accord, mais nous irons et nous gagnerons l'élection. Ça me paraît contradictoire. Et j'ai peur quand j'entends de telles déclarations parce que je me dis, qu'est-ce que les gens ont en dessous de leurs pieds quand ils déclarent de telles choses? Non, on n'est pas d'accord sur la CEI. On dit qu'on n'est pas d'accord et on dit clairement, pour que ce soit entendu par l'opinion nationale et internationale, qu'avec cette CEI-là, nous n'irons pas aux élections. Nous voulons bien aller à l'élection, mais nous n'irons pas à l'élection avec cette CEI. Donc il faut bien que nous entendions là-dessus. Alors, la politique aussi, c'est les rapports de force. Est-ce que vous pensez que vous avez les moyens aujourd'hui pour contraindre le régime à cette transition? Moi, je ne suis pas dans les contraintes. Je suis dans la persuasion. Vous voyez, je suis un acteur politique un peu atypique. Hein. Vous voyez, je suis un peu au milieu de tout le monde. Moi, je vais parler avec le camp du président Ouattara. Je parle avec le camp de l'opposition. Vous m'avez vu faire le tour de tout le monde. Hein. Et si je suis peut-être le seul acteur à pouvoir dire clairement au camp de M. Ouattara, c'est le président de l'Assemblée nationale actuelle qui m'a reçu, j'ai dit il faut une transition en Côte d'Ivoire. Parce que je crains le développement bloquant du processus. Et aujourd'hui, quand je regarde les actes que pose le régime, tout concourt à un blocage du processus. S'il y a blocage, comment vous faites? Vous parlez de rapports de force, vous savez très bien que nous sommes dans un pays où les rapports sont connus. Les rapports sont connus. Nous avons trois grandes forces, j'allais dire trois grands partis, mais qui se muent toujours en deux grandes forces. De sorte que je dis en Côte d'Ivoire, on n'a que deux forces. Mais vous savez que quand deux se mettent d'un côté, eh bien, quoi que vous fassiez, le rapport de force est de leur côté. Et aujourd'hui, il y a le FPI et le PDCI d'un côté. Quoi qu'on me dise du RHDP, il est évident, pour nous qui ne sommes pas naïfs, qu'ils ne peuvent pas imposer leur volonté, sauf par la force, par la violence, ce que je regretterais. Alors, vous vous positionnez où exactement par rapport à ces forces? Votre positionnement? Je suis le neutre réconciliateur. Aujourd'hui, je suis dans l'opposition, puisque je ne fais pas partie de la minorité qui gouverne. Je suis donc dans l'opposition. Mais dans cette opposition, mon rôle, parce que c'est un sacerdoce pour moi, mon rôle, c'est d'être ouvert, c'est d'être dans la fédération des énergies, c'est de pouvoir aller vers EDS, c'est de pouvoir aller vers le PDCI, c'est de pouvoir aller vers toutes les tendances, c'est de pouvoir aller vers le RHDP et dire il y a une exigence, il y a un préalable, c'est de nous retrouver ensemble. Et la réconciliation, on ne peut pas faire que la réconciliation, par exemple, d'un côté, par exemple, de l'opposition. Il faut que nous mettions ensemble. Donc, je suis à équidistance de toutes ces forces qui existent. Aujourd'hui, vous me voyez un peu plus dur vis-à-vis du régime, parce que le régime pose des actes qui, à mon avis, sont des actes qui donnent toute la latitude de leur volonté de ne pas aller à la réconciliation. Or, je me considère comme le gardien de la réconciliation nationale, quoique aujourd'hui, certains disent être les pionniers. Moi, si vous m'aviez prévenu, je serais venu avec mon document de 2001, ça s'intitule « Pardon, réconciliation et paix en Côte d'Ivoire ». Et bien entendu, le moment venu, nous verrons bien d'où cette idée de réconciliation est venue. Croyez-vous en l'union de l'opposition? Je crois que c'est une exigence aujourd'hui. Je vois que les dissensions, les divergences fondamentales sont énormes. Encore une fois, je dis hier, pas plus tard qu'hier, j'ai écouté sur le plateau d'une chaîne panafricaine des membres de l'opposition
Et la passe d'armes qu'il y a eu entre ces différents membres vient encore confirmer et conforter mon idée qu'avant d'aller à l'élection, il faut bien qu'on s'en parle. Parce qu'il y a eu tellement de choses dans ce pays que nous ne pouvons pas enjamber 30 ans de soubresauts, 30 ans de vie aussi, j'allais dire, difficile, pour dire non, faisons table rase sur ce qui s'est passé et puis avançons. Non, on ne peut pas tourner une page quand on ne l'a pas lue. Et nous avons une série de pages en Côte d'Ivoire qui méritent d'être lues avant d'être tournées. Vous voulez dire que la réconciliation a échoué, c'est ça? C'est pas moi qui le dis, mon cher César Ebroutier, c'est tout le monde qui le dit. C'est le président Alassane Ouattara qui le dit le premier. C'est tous les observateurs de la scène politique ivoirienne qui le disent. La réconciliation est un chantier qui est resté intact. Et je suis de ceux qui considèrent que nous devons, avant d'aller plus loin, reconnaître cela et nous asseoir pour nous entendre. Parce que, cher ami, dites-moi pourquoi hier, le président Laurent Gbagbo a eu du mal à accepter les résultats. Dites-moi pourquoi nous avons à craindre que demain, le président Ouattara ou l'un quelconque de ses soutiens candidats n'acceptera pas de parti. Ça a déjà été dit. C'est le président de l'Assemblée nationale, c'est le président du Sénat, c'est qui d'autre, le vice-président d'un camp qui a donné la réponse. Ils ont dit si jamais nous ne faisons pas tout pour gagner cette élection ou pour rester au pouvoir, eh bien, nous allons devoir aller tous en exil avec femmes, enfants, bagages et tout. Voici. Mais pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes tous habités par la peur des lendemains d'une élection qu'on perd. Les uns posent ce problème-là comme une question de vie ou de mort. À quelle sauce serais-je, moi, mais également seront mes soutiens mangés si nous perdons le pouvoir? Si nous nous posons cette question, c'est parce que nous avons peur des uns et des autres. Pour évacuer la peur, il faut que nous nous asseyions pour nous dire les vérités et pour nous pardonner. Quand cela est fait, personne n'a à craindre. À partir de ce moment, d'une perte, on perd l'élection, il y a une vie après le pouvoir, on attend 5 ans, on peut toujours revenir. Donc, pour moi, la réconciliation a été un échec pour plusieurs raisons. Simplement, je vous l'ai toujours dit depuis 18 ans, je dis, on ne peut pas être à la fois juge et partie. La réconciliation ne peut pas être une réussite aussi longtemps que c'est un protagoniste qui en est l'exécutant. Il faut que nous puissions trouver un cadre impartial, un cadre neutre pour réussir cette réconciliation nationale. Et je suis pour cela. Et c'est la raison qui explique mon intrusion sur le terrain politique qui n'est pas mon domaine de prédilection. Moi, je suis beaucoup plus de la société civile qu'un homme politique, vous le savez. Pensez-vous, comme certains, que si le président Gbagbo et Blé Goudé rentrent, ça va contribuer à la réconciliation? Oui, bien entendu, vous avez bien posé la question. Ça va contribuer à la réconciliation. Je suis de ceux qui pensent que le président Laurent Gbagbo et que Charles Blé Goudé seront des catalyseurs de réconciliation, parce que là aussi, nous connaissons la vérité sociologique. M. Laurent Gbagbo, à la dernière élection à laquelle il a participé, eh bien, il avait plus d'un tiers de la population, 38%. Ne serait-ce que ça, sur la base des chiffres donnés par la CEI qui ne contrôlait pas. Donc oui, c'est une exigence aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui sont vraiment déçus de la façon de traiter ce dossier-là à l'international, mais beaucoup plus à l'international. J'ai été très sérieusement ébranlé quand la dernière fois j'ai vu le président, le gouvernement, adresser une lettre pour s'opposer
comment faut-il le dire, pour s'opposer au retour de ses compatriotes. Je crois que cela, pour moi, ressemble à une violation de la Constitution qui interdit de contraindre certains compatriotes, de contraindre un compatriote ivoirien à l'exil. Le doute persiste jusque-là sur un troisième probable mandat du président Ouattara. Quel est votre sentiment sur cette question? Bon, moi j'ai tendance à avoir peur pour ceux qui posent cette question. Je crois que si on était au Niger, on aurait dû leur intenter une action judiciaire. Pour moi, c'est ceux qui posent la question qui me posent problème. Pourquoi? Parce que c'est une évidence que la constitution ivoirienne, que le peuple ivoirien a dit à travers la constitution ivoirienne qu'il ne veut pas voir quiconque être réélu plus d'une fois. Être réélu plus d'une fois. Le peuple dit qu'il ne veut pas qu'un Ivoirien ait plus de 2 mandats successifs. C'est point. Mais la constitution a été changée en temps, c'est ce que certains partisans du président Ouattara disent. Oui, mais a été changée en gardant, regardez l'article 183, je crois, dit que ce qui n'a pas été changé demeure de rigueur. Donc, du coup, il n'y a pas de possibilité, je ne suis pas un juriste, mais il n'y a pas de possibilité, sauf à intégrer dans les amendements annoncés une disposition qui le permette. Mais la question de non, c'est une nouvelle constitution, donc ça remet les compteurs à zéro. Je suis désolé, les plus grands juristes, à commencer par les experts du président lui-même, par ses conseillers même, ont été les premiers à clamer haut et fort sur toutes les grandes chaînes de télévision qu'il n'y avait la moindre possibilité pour le président de vouloir abriguer un 3e mandat. Donc pour moi, je n'y pense même pas. Et je crois que le président Ouattara n'ira pas jusque-là. Vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui en Bolivie? Je souhaite qu'on n'en arrive pas là. Merci.